Aujourd'hui, les changements s'accélèrent et il devient urgent d'éveiller les consciences. J'ai voulu interroger des personnalités qui vont vous faire découvrir des phénomènes troublants qui devraient stimuler votre curiosité et votre désir de suivre les chemins de l'inexploré. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des chemins de l'inexploré. Avec nous aujourd'hui, Éric Buffetot, qui est chercheur au CNRS, paléontologue et auteur d'un livre que je présente, À la recherche des animaux mystérieux, idées reçues sur la cryptozoologie. Éric Buffetot, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette Bonjour. invitation. J'en suis ravi de pouvoir discuter de ces sujets un peu en dehors de ma vraie spécialité, mais qui m'intéressent depuis très longtemps. Oui, justement, cet intérêt, cette passion peut-être pour la cryptozoologie, déjà on va peut-être rappeler ce qu'est la cryptozoologie, hein, c'est la science des animaux cachés, hein, au sens totalement étymologique. Oui. Alors, par animaux cachés, il faut entendre les animaux qui n'ont pas encore été découverts par la science, disons, les animaux qui sont un peu mystérieux, dont on soupçonne l'existence sans en avoir encore des preuves absolument certaines et scientifiques. Voilà, donc quelques noms qui vont être assez évocateurs pour ceux qui nous écoutent, hein, le Yeti, le monstre du Loch Ness, le serpent de mer, le Bigfoot, etc. Hein. Je crois que c'est Tout à aussi un fait. petit peu tout ça et ça Ça, ce finit sont par être. les grands sujets, les grands thèmes, mais il y en a aussi beaucoup d'autres plus discrets, disons, ou moins connus. Ouais, on les abordera. Mais justement, j'aimerais d'abord savoir ce qu'un paléontologue comme vous, de renommée, un spécialiste bien sûr des dinosaures, c'est la base, comment vous êtes intéressé à la cryptozoologie, à quel moment et qu'est-ce qui fait que ça motive encore votre intérêt au point d'en écrire un livre? Je m'y suis intéressé très tôt, quand j'étais encore enfant ou très jeune adolescent, en lisant les livres de Bernard Wellmans, un zoologue belge, hein, qui est généralement considéré comme le père, entre guillemets, de la cryptozoologie, même si d'autres personnes avant lui s'y sont intéressées. Et donc, dans les années 50, vers 1955, il a publié un livre sur la piste des bêtes ignorées, qui a eu un certain retentissement à l'époque, et que j'ai lu donc quand j'étais encore très très jeune. Et toute cette histoire d'animaux mystérieux, ça m'a complètement fasciné. Alors, je m'intéressais déjà aux animaux disparus, hein, aux dinosaures par exemple, et le livre de Vermans m'a ouvert des horizons sur des problèmes assez passionnants. C'est moi comme ça que je les ressentais. Et depuis, j'ai gardé un certain intérêt pour la cryptozoologie, un intérêt qui est assez critique bien souvent, mais un intérêt quand même. Hmm. Alors, il y a quand même des reproches, bien sûr, qui sont adressés à la cryptozoologie. Notamment, il y a toute l'histoire du sensationnalisme qu'il peut y avoir autour, hein, et le côté grand public. Quels sont les reproches exactement qu'on peut adresser à la cryptozoologie? Est-ce que c'est une pseudo-science ou est-ce que c'est une science d'ailleurs? Alors, je dirais que ce n'est pas une pseudoscience, ce n'est pas non plus une science à part entière. La cryptozoologie, si on veut, ça, on peut la considérer comme une sous-branche de la zoologie, c'est-à-dire la recherche d'animaux qui ne sont pas encore recensés par la science. Et ça, les zoologues le font souvent. Il faut bien voir que tous les ans, on découvre de très nombreuses espèces nouvelles, mais personne n'en parle à part les spécialistes, parce que ce ne sont pas des espèces spectaculaires. Un nouvel insecte ou même une nouvelle petite grenouille, ça ne va pas faire les grands titres des journaux. Donc, qu'il y ait encore de nombreuses espèces à découvrir, c'est une certitude. La cryptozoologie, elle s'intéresse quand même plutôt à des espèces supposées qui seraient quand même assez spectaculaires, hein, de grande taille, etc. Alors, pourquoi on dit que c'est une pseudoscience? Parce que elle a malheureusement été pratiquée, entre guillemets, par des gens qui n'avaient pas beaucoup de rigueur scientifique, qui prenaient leur désir pour réalité et qui parfois ont inventé des théories plus que discutables pour expliquer certains phénomènes. Donc, elle a relativement mauvaise presse auprès de certains scientifiques, pas tous d'ailleurs. Hmm. Et, il est vrai que quand on parle de cryptozoologie à des scientifiques professionnels, souvent ça suscite au moins un
petit sourire narquois ou au pire une vive répulsion dans certains cas. Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, il y a de vraies réussites dans la cryptozoologie. Vous en parlez dans votre livre. Oui. Quelles sont ces réussites? Qu'est-ce qu'elle a apporté, cette science? Ben, c'est-à-dire que les réussites de la cryptozoologie ne sont pas forcément celles que l'on imaginerait. Parce que quand on pense cryptozoologie, on va penser tout de suite, vous disiez tout à l'heure, au Yeti, au monstre du Loch Ness, au grand serpent de mer, des êtres dont on n'a jamais pu prouver l'existence. Mais en utilisant une démarche cryptozoologique, même si ça n'était pas appelé comme ça, la zoologie a pu arriver à des résultats très intéressants. Je pense que le plus beau, et ça c'est bien avant que le terme de cryptozoologie ait été inventé dans les années 50, le plus beau cas c'est celui de la découverte de l'Okapi, qui se passe en 1900, donc ça fait plus d'un siècle, parce que c'est vraiment une démarche cryptozoologique. L'Okapi et l'histoire de l'Okapi est partie de rumeurs dans la forêt équatoriale du Congo sur un grand animal qui ressemblait peut-être à une sorte d'âne au début, on décrivait comme ça. Ensuite, ces récits des habitants de la région ont été récoltés par des Européens. Et finalement, on a pu obtenir quelques morceaux de peau de l'animal. Ça a provoqué d'ailleurs une erreur d'identification parce qu'on a pensé que c'était un zèbre. Et finalement, quand les zoologues ont pu se procurer des restes osseux, des crânes par exemple, ils ont réalisé que l'okapi, en fait, c'est une sorte de girafe particulière, une girafe qui n'a pas un cou très allongé, qui ne vit pas dans la savane comme les girafes, mais qui vit dans la forêt équatoriale. Et donc, en 1900, on a pu montrer qu'il existait ce nouvel animal, nouveau pour la science, qui est un gros animal, ce n'est pas une petite bête. Et ça a fait énormément de bruit dans les milieux scientifiques. Donc, c'est véritablement par les chemins de la cryptozoologie qu'on a trouvé l'Okapi. C'est-à-dire, d'abord, on a entendu des rumeurs, des récits des indigènes. Ensuite, on a trouvé quelques fragments de l'animal lui-même qui ont d'abord emmené sur une fausse piste. Et puis finalement, on a découvert l'animal, d'abord des restes du squelette, et ensuite l'animal vivant, puisque l'okapi, ensuite, maintenant, on en voit dans pas mal de zoos. Donc ça, c'est un exemple qui montre qu'il peut exister des animaux de grande taille, encore inconnus de la science. Alors, évidemment, ça se passait il y a plus d'un siècle. On pourrait dire depuis, c'est vrai d'ailleurs, depuis, la zoologie a fait des progrès, l'exploration du monde a fait des progrès. Donc, il est de moins en moins probable de retrouver un animal comme l'okapi. Et néanmoins, cette histoire montre que c'est possible. C'est possible. Et puis, il y a quand même toujours comme base des autochtones qui racontent l'existence de quelque chose Oui. d'inconnu, des explorateurs ensuite qui témoignent. Et ça me fait un petit peu penser, on aura le plaisir de recevoir Michel Ballot très prochainement. Michel Ballot qui est sur les traces d'un énorme animal qui existerait au Congo, Cameroun, le Mokele Mbembe. Et quand je vous écoute, ça ressemble beaucoup à cette histoire de l'Okapi. Il y a quand même des autochtones qui racontent avoir vu quelque chose. Il y aurait il y a des empreintes, des traces. Qu'est-ce que vous en pensez du Mokele Mbembe alors? Alors, Mokele Mbembe, c'est une vieille histoire, puisque là aussi, les premières rumeurs relevées par des Européens remontent à plus d'un siècle dans ces régions à la limite du Cameroun et du Congo. Je pense qu'il y a des indices qui sont troublants. Hein, alors, il y a les récits des habitants de ces régions qui sont très reculés, qui sont très difficiles d'accès, qui décrivent un animal qui ne ressemble pas à grand-chose de connu, il faut bien le dire. Il y a des empreintes de pas assez étranges que Michel Ballot a pu photographier. Alors, ce ne sont pas des empreintes d'une netteté prodigieuse, j'ai vu les photos, mais c'est curieux, c'est étrange. On n'arrive pas à dire immédiatement, ça c'est une empreinte d'éléphant ou une empreinte de crocodile ou que sais-je. Donc, il y a un faisceau d'indices qui pourraient faire penser que dans ces régions, qui là encore, je le répète, sont très difficiles d'accès, il pourrait exister un animal qui n'est pas encore connu de la science. Alors quel animal? Bon, il y a eu beaucoup d'excitation sur le fait que ça pourrait être un dinosaure. Ça, j'y crois pas du tout, parce que quand on regarde un peu les descriptions qui sont données de l'animal, ça ne correspond pas réellement à un dinosaure, certainement pas à un dinosaure tel qu'on les voit aujourd'hui. Peut-être à certaines reconstitutions de dinosaures d'il y a 50 ou 100 ans, certainement pas à ce qu'on connaît aujourd'hui les dinosaures. Donc je ne crois pas au Mokele Mbembe comme dinosaure. Mais comme animal
mystérieux et pas encore vraiment identifié, pourquoi pas? Je comprends aussi votre intérêt pour la cryptozoologie parce que si on regarde les différents dossiers, les grands dossiers encore mystérieux et peut-être sans fondement, mais le serpent de mer, le monstre du Loch Ness, certains avaient évoqué l'idée du plésiosaure. Qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'à chaque fois on nous ressorte les dinosaures pour expliquer certains grands dossiers? C'est-à-dire que, et là, c'est quelque chose que Bernard Weymann lui-même a pas mal pratiqué, c'est une tendance à expliquer un animal encore inconnu par un animal connu à l'état fossile, disons. Donc ça peut être un dinosaure, ça peut être un reptile marin comme le plésiosaure, ça peut être un singe géant disparu comme le Gigantopithecus qui a été proposé comme le modèle, entre guillemets, du Yeti. Donc on comprend un peu cette idée, parce que c'est plus simple d'imaginer qu'il s'agit d'un survivant du passé, mais de quelque chose que l'on connaît, que d'imaginer quelque chose de totalement nouveau, parfaitement inconnu, etc. Donc c'est une tendance assez fréquente chez des cryptozoologues. C'est pas forcément la meilleure piste, et, parce que parfois on s'appuie dans ces raisonnements sur des reconstitutions d'animaux disparus qui ne sont plus valides aujourd'hui. Et c'est le cas des dinosaures, les dinosaures sauropodes, leur grand cou, leur longue queue, que l'on imaginait jusqu'à une cinquantaine d'années comme des animaux qui passaient leur vie dans des marécages, qui se déplaçaient très peu sur la terre ferme. Alors ça a servi par exemple pour dire le Mokele-Mbembe qui vit dans les marécages de l'Afrique centrale, c'est un dinosaure survivant. Or, on ne voit plus du tout les dinosaures de cette façon aujourd'hui. Donc, il y a un décalage entre l'explication cryptozoologique et la connaissance paléontologique. Ça pourrait s'appliquer aussi à d'autres êtres mystérieux. Alors, dire que Yeti, c'est un Gigantopithecus, bon, parce que le Gigantopithecus était un singe de très grande taille, c'est le plus grand singe connu, si on peut dire une sorte de orang-outan gigantesque. Le problème, c'est que Yeti, on nous en parle comme d'un animal qui vit sur les sommets de l'Himalaya, dans des régions glaciales, alors que Gigantopithecus, lui, vivait dans des forêts tropicales dans le sud de l'Asie. Donc il y a quand même aussi un problème. Alors, on vous dira, oui, mais il a pu s'adapter à un nouveau mode de vie, certes, mais ce n'est jamais toutes ces explications paléontologiques, entre guillemets, que des suppositions qui ne seront confirmées un jour que si on découvre véritablement les preuves tangibles de l'existence de l'animal. Hmm. Alors, j'aimerais revenir à cette question parce que pour les profanes que nous sommes, l'hypothèse qu'il y aurait des dinosaures survivants, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous semble plausible ou de l'ordre du fantasme absolu? Bah, certains vous diront, enfin, la plupart des paléontologues vous diront qu'il existe des dinosaures survivants et qu'on en voit tous les jours autour de nous et que ça s'appelle des oiseaux, puisque il est admis aujourd'hui que les oiseaux sont simplement un sous-groupe des dinosaures. Bon, si on laisse ça de côté, mais il faut quand même l'avoir à l'esprit, est-ce que des dinosaures non oiseaux existent encore aujourd'hui? Je dirais qu'il n'y a pas, il ne faut pas croire qu'il y ait une impossibilité biologique ou physique à cela. Le monde dans lequel vivaient les dinosaures, ce n'était pas le monde d'aujourd'hui, mais il n'était pas si différent d'une autre. Et un dinosaure pourrait très bien vivre dans le monde actuel. L'ennui, c'est qu'on n'en a pas le début d'une preuve. Hein. On a parlé du Mokele Mbembe, qui est le dinosaure survivant par excellence dans l'imagination de certains cryptozoologues. Je vous ai expliqué pourquoi moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas en tant que dinosaure. Ensuite, il faut faire aussi une distinction quand on parle de plésiosaures. Par exemple, les plésiosaures ne sont pas des dinosaures. Ce sont des reptiles marins qui ont vécu à l'époque des dinosaures, mais qui, scientifiquement parlant, ne sont pas des dinosaures. Ils ne font pas partie du groupe zoologique des dinosaures. Donc, cela dit, la question peut se poser, est-ce qu'il pourrait encore exister aujourd'hui certains représentants de ces grands reptiles marins qui vivaient dans les océans au temps des dinosaures? Bon, ça a été beaucoup évoqué pour le grand serpent de mer d'abord, pour le monstre du Loch Ness également. Là, je dirais que ce qui manque cruellement, ce sont des preuves tangibles, des éléments qui permettraient
l'affirmer au-delà de la simple supposition. Parce que ce qu'on va vous dire, c'est que telle observation faite par un marin du 19e siècle ou par un touriste du 20e siècle au bord du Loch Ness, ça ressemble à l'image qu'on se fait des plésiosaures. Ouais. C'est un peu léger. Ça n'est pas une preuve en soi. Hein. C'est une explication donnée à certains témoignages. À mon avis, ça ne va pas plus loin que ça. Et il faut voir aussi que la perception que peuvent avoir les gens aujourd'hui, après 200 ans et plus de paléontologie, elle peut être faussée par l'image que tout le monde se fait des dinosaures, des plésiosaures et autres animaux disparus. Donc, monsieur Intel qui va voir une forme étrange, soit dans l'océan, soit dans un lac quelque part, va avoir tendance à dire « Ah, mais ça ressemble à un plésiosaure ». Parce qu'il a vu, comme tout le monde, des images de plésiosaures, un animal aquatique avec un grand cou. Donc, ça va être une explication, comment dirais-je, rationnelle à un phénomène qu'a priori, on n'arrive pas à expliquer facilement. Bon, il faut se méfier de ce genre d'explications qui sont plutôt des descriptions, c'est-à-dire que quelqu'un vous dit j'ai vu quelque chose qui ressemble à un plésiosaure dans le Loch Ness. Bon, c'est une description de quelque chose qui a été vu par quelqu'un. Ça n'est pas une démonstration de l'existence d'un plésiosaure dans le Loch Ness, bien sûr. Alors justement, on parle pas mal du Loch Ness. Hein. Au début, je voulais vous interroger exclusivement là-dessus, mais c'est vrai que le dossier pour vous est réglé. C'est-à-dire que le monstre du Loch Ness n'existe pas. Est-ce que… C'est mon sentiment, parce que le Loch Ness, il faut bien voir ce que c'est. Hein. C'est un lac qui est grand, certes, mais qui n'est pas démesuré. Et ce lac, à cause justement des rumeurs à propos du monstre, a été exploré sous toutes les coutures par tous les moyens les plus modernes qui existent, les sonars notamment, sur toute sa longueur et toute sa largeur, et sans qu'on trouve la moindre trace d'un grand animal inconnu qui vivrait dedans. Donc, l'histoire du monstre du Loch Ness, je ne crois pas qu'il y ait un animal inconnu dans le Loch Ness, disons. Qu'on appelle monstre ou qu'on appelle n'importe quoi. Alors, le terme de monstre, en plus, il est très malencontreux, disons, parce que ça évoque quelque chose d'anormal. Ça évoque aussi, pour beaucoup de gens, un seul individu, parce que j'ai réalisé, en discutant avec diverses personnes, que pour pas mal de gens, le monstre du Loch Ness, c'est un animal unique qui vivrait dans ces eaux. Alors, biologiquement, c'est invraisemblable. Hein, un animal unique ne peut pas subsister tout seul pendant des décennies dans un milieu quelconque. Il faut qu'il y ait au moins une population viable pour que ce soit crédible. Donc ça rend les choses encore plus compliquées parce que si on cherche un monstre dans le Loch Ness, on ne peut pas chercher un seul individu, on va chercher toute une population qui peut se reproduire et se perpétuer au fil du temps. Donc ça pose des problèmes supplémentaires. Alors que les gens aient vu des choses inexpliquées, ou pour eux en tout cas dans le Loch Ness, je ne le nie pas. Alors il faut voir aussi qu'il y a eu des fraudes manifestes, hein, des photos truquées dont les auteurs ont avoué le trucage. Il y a même eu de fausses pistes fabriquées avec une patte d'éléphant naturalisée. Donc il y a autour du Loch Ness, il y a toute une nébuleuse de fantasmes d'un côté, de fraudes diverses, de falsifications, qui compliquent encore les choses. Mais néanmoins, il y a des gens sérieux, des scientifiques sérieux qui se sont dit, bon, on va essayer de voir s'il y a quelque chose d'étrange, d'inconnu dans le Loch Ness, et d'où ces expéditions nombreuses. Hein. Ce n'est pas une expédition par-ci par-là. Utilisant toutes sortes de techniques de plus en plus sophistiquées au fil du temps et qui n'ont absolument rien révélé de particulier dans le Loch Ness. Après, on peut essayer d'expliquer le témoignage de monsieur Intel ou de madame Intel qui dit j'ai vu ceci dans le Loch Ness à un moment. Et on peut imaginer que ces gens ont véritablement vu quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vu un monstre ou un animal inconnu. Ils ont pu voir un effet de lumière sur le lac. Ils ont pu voir une illusion d'optique, ils ont pu voir une vague un peu particulière qui se déplaçait à la surface. Ils ont pu voir même un gros poisson et imaginer que c'était quelque chose de beaucoup plus gigantesque.
ça pose un grand problème général de la cryptozoologie, c'est la fiabilité des témoignages. Parce que la cryptozoologie, évidemment, elle repose essentiellement sur des témoignages, très peu sur des objets. Sinon, les questions se résoudraient beaucoup plus rapidement. Et les témoignages, bien, tout le monde sait qu'il faut s'en méfier ou les prendre avec précaution. On pourrait citer des exemples très, très amusants. Hein. Il y a une dizaine d'années à peine, il y a toute une histoire, presque une panique au sud de Paris à cause d'un tigre qui a été vu par une dame qui faisait ses courses et sur le parking du supermarché, elle avait eu un tigre. Et pendant quelques jours, ça se met un peu à la panique. Il y a des écoles même qui ont été fermées ou surveillées par la police parce qu'on craignait que les bambins soient emportés par le tigre. Et le tigre, quand on a examiné un peu les photos qui avaient été prises d'ailleurs de l'animal sur le parking, c'est un chat, un gros chat simplement, un gros chat tigré. Donc ça prouve que les gens peuvent faire des erreurs d'appréciation absolument colossales et croire qu'ils ont vu quelque chose d'extraordinaire alors que c'est totalement banal. Ouais. Oui, ça c'est aussi le problème de la perception et puis d'essayer de ramener le connu et puis il y a tous les fantasmes aussi intérieurs. Tout à fait. Juste pour le Loch Ness, j'avais vu, alors on peut rechercher plein de choses, il y a bien sûr des trucages mémorables Oui, et des canulars, c'est évident hein, dans cette zone-là. Il y a aussi le absolument. folklore, il y a le tourisme. Le Mais en tourisme, 1975, il y avait la photo d'une nageoire qui ressemblait à ce qu'on pourrait représenter oui. visuellement chez un Oui. plésiosaure. Qu'est-ce que vous en pensez de cette photo? Est-ce que c'est un Ah, faux cette avéré? photo, c'est une photo prise sous l'eau, hein, au fond du lac, qui est pas d'une netteté extraordinaire, qui montre un objet de forme losangique, disons. Et, ça a été publié il y a un certain nombre d'années déjà dans une revue fort sérieuse, mais peut-être un peu n'importe quoi, hein, je dirais, ce qu'on voit sur la photo. Y voir une preuve de l'existence d'un animal qui ressemble à un plésiosaure, c'est très audacieux. Et puis, il y a un petit relent peut-être de plaisanterie dans cette histoire. Cette nageoire a servi, nageoire, cette photo a servi à nommer le monstre du Loch Ness, à l'appeler Nessiteras rhombopteryx, Mm. lui donner un véritable nom scientifique auquel pas beaucoup de gens ont cru. Et je me demande si les auteurs de ça n'ont pas voulu simplement s'amuser un peu, et si ce n'est pas simplement un gros canular scientifique comme il y en a de temps en temps, parce que les scientifiques sont comme tout le monde, ils aiment bien s'amuser à Mm. l'occasion. Donc je ne sais pas à quel niveau on doit prendre au sérieux la publication de ce Nessiteras. Il est certain que ça n'a jamais été confirmé par quoi que ce soit depuis. Hein. C'est une photo un peu bizarre prise sous les eaux du Loch Ness. Et puis, voilà. Ouais. Alors, ni confirmé, ni infirmé. Ça reste une photo ou Ça n'a pas interrogation. été affirmé, mais infirmé quoi? Parce que c'est difficile de démontrer que quelque chose n'existe pas. C'est bien là le problème. On peut montrer que quelque chose existe en apportant des preuves tangibles, mais comment prouver que quelque chose n'existe pas? Un point de vue conceptuel assez compliqué. Disons que la Oui, photo pourrait être, vous avez signalé tout à l'heure la patte d'éléphant, ça pourrait être un oui, montage habile, une espèce de trucage. Hein. Donc, ça peut être un trucage, ça peut être une photo d'un objet non identifié qui était au fond du lac, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la nageoire d'un animal inconnu. Ce qu'on voit sur la photo, vraiment, c'est une forme pas très claire, losangique. Bon, ça va pas beaucoup plus loin. Hein. hmm. Alors, Il plus y a intéressant. aussi Oui. une tendance aussi, c'est à interpréter les formes d'objets divers en fonction de ce qu'on connaît. Donc, ça explique beaucoup d'illusions d'optique bien connues. Hein. Hmm. Alors, il y a une étude qui a été réalisée il n'y a pas longtemps au sujet, c'est Neil Gemmel, au sujet de l'ADN. Il a passé au crible l'ADN de toutes les espèces qu'il y avait dans le lac et il a trouvé quand même une représentation assez importante d'anguilles, mais aucune trace d'ADN, on va dire, mystérieux. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette étude? Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle est fiable? Et puis, est-ce que du coup, le monstre du Loch Ness, ce ne serait pas une anguille géante, un silure, quelque chose comme ça? Oui, alors il faut voir que maintenant on a des techniques qui permettent d'analyser l'ADN qui se trouve dans le milieu ambiant. On n'a pas besoin d'avoir un spécimen, de prendre, faire un prélèvement sur un animal ou quoi que ce soit pour avoir son ADN. L'ADN, il se répand dans le milieu ambiant et donc on peut analyser l'ADN dans un lac. Et ça, c'est une étude très intéressante parce que
ce qu'on a trouvé, c'est de l'ADN d'espèces connues. Pas, on n'a pas trouvé l'ADN de quelque chose qui n'aurait jamais été répertorié. L'abondance des anguilles, effectivement, c'est intéressant parce que sans aller forcément jusqu'à chercher une anguille monstrueuse, on peut imaginer que dans certains cas, de très grosses anguilles aient pu être interprétées comme quelque chose d'inhabituel et d'inconnu. Alors que l'anguille, bon, c'est un poisson qui n'a rien de très spécial. Hein, et d'autres gros poissons peuvent être aussi à la source de méprise. Hein, pour les raisons qu'on a déjà évoquées tout à l'heure. Ce n'est pas des questions de mauvaise foi de la part de la plupart des gens qui disent j'ai vu quelque chose d'étrange dans le Loch Ness ou ailleurs. C'est simplement peut-être une surinterprétation ou une mauvaise interprétation de quelque chose de relativement banal. Alors, je ne dis pas que ça explique absolument tous les cas dont s'occupe la cryptozoologie. Hein. Je ne dis pas que tout nécessairement est fondé sur des méprises. On aurait pu aussi bien dire à l'époque que quand les pygmées d'Afrique centrale disaient qu'ils avaient vu un okapi, c'était un animal très banal et connu qu'ils avaient vu. Hein. Donc, ça n'explique pas nécessairement absolument tout, mais je crois que les erreurs d'interprétation expliquent énormément de choses. Alors, le Loch Ness, apparemment, ne serait pas le seul à être habité, ou en tout cas, il y a eu des témoins un peu partout dans le monde, Islande, Argentine, Canada. Qu'est-ce que vous pensez de ces phénomènes où à peu près la même physionomie d'ailleurs de ce genre de créature est mentionnée? Oui, effectivement, beaucoup de lacs ont des légendes au sujet de monstres qui les habiteraient. Je dis bien des légendes parce qu'au départ, ça peut monter très loin et on fait un peu du folklore, hein, que ce soit en Scandinavie ou en Amérique du Nord. Et plus récemment, il y a aussi des témoignages de ces endroits qui iraient dans le sens d'une réalité, évidemment, puisque on n'est plus en théorie du moins Maintenant, c'est quand même troublant qu'il y ait ces correspondances au sujet de ces lacs et de ce qui les habiterait un peu dans le monde entier, sans qu'on ait jamais trouvé quoi que ce soit de concret d'ailleurs, hein, parce on est loin d'avoir un dos d'un de ces. C'est toujours soit de la tradition, disons, soit du témoignage avec tout ce que ça comporte d'incertitude. Oui. Donc voilà, on peut se demander, d'ailleurs Bernard Vellmans avait écrit des choses là-dessus, si ça n'aurait pas une cause psychique dans un sens, il n'y aurait pas une tendance un peu innée de l'esprit humain à les lacs, les profondeurs des lacs recèlent des êtres monstrueux. C'est Oui. peut-être une explication d'ailleurs pour d'autres phénomènes cryptozoologiques en réalité, comme les hommes sauvages par exemple. Oui, et ça c'est très intéressant comme hypothèse, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi le facteur psychologique, ou Oui. l'idée que on voit des monstres, évidemment dans des eaux qui souvent sont extrêmement remplies de tourbes, très peu transparentes, et ces histoires d'hommes sauvages aussi, ce serait un moyen, alors sans faire de la psychanalyse de bazar, mais ce serait aussi un moyen d'évoquer nos propres monstruosités ou nos propres ombres qu'on projetterait sur l'extérieur. Oui, dans le cas des lacs, effectivement, il y a toute une symbolique des profondeurs obscures. Encore, on ne va pas entrer dans la psychanalyse de café du commerce, hein, mais ça a quand même un aspect qui ne manque pas d'intérêt. Et quant aux hommes sauvages, c'est aussi quelque chose qui est tellement universel, parce qu'on trouve ça dans l'Europe médiévale, on trouve ça dans de nombreuses parties de l'Asie, il y a des équivalents en Afrique, aux Amériques, donc c'est un thème qui est vraiment universel. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas une base psychologique extrêmement vaste pour ce thème de l'homme sauvage. Donc on est un peu sur un aspect de psychologie très, très répandu de par le monde, et puis parfois un témoignage qui arrive de quelqu'un d'apparemment vieux. Bon, ben, moi j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un homme sauvage
on appelle ça un Yeti ou un Bigfoot ou un Sasquatch ou ce qu'on veut. Hein. Hmm. Donc, les deux phénomènes se superposent en réalité. Et est-ce que pour autant ça vient invalider l'inexistence Je, de monstres lacustres ou autres? non, pas forcément. Pas forcément. On peut imaginer qu'il y ait dans certains lacs des êtres vivants peu ou mal connus, ou, ou éventuellement mal interprétés. Hein. On en a parlé un peu à propos du Loch Ness, des êtres vivants tout à fait connus de la science peuvent aussi être quelque chose d'un peu extraordinaire, alors que ça n'est pas. De Hmm. là à dire aussi qu'il n'y a absolument rien de réel dans toutes ces observations, c'est peut-être aller un peu vite, je suis d'accord. Malgré tout, le grand problème qui se pose, c'est le manque de traces tangibles. Hein, et ça s'applique à un très grand nombre d'êtres mystérieux. Et plus le temps passe, plus on se pose des questions, évidemment. C'est quand même étrange que on parle de Yeti depuis plus de 100 ans. Et là, je parle uniquement de ce qu'on peut en dire les Occidentaux, hein, pas, je ne parle pas des populations locales, et qu'on n'ait jamais rien trouvé de concret qui aille nous expliquer ce que serait-il, à moins d'imaginer que le Yeti, c'est tout simplement un ours ou quelque autre animal très connu. Hmm. Et Ouais. ça, c'est un problème de zoologie, c'est que plus le temps passe, plus on se dit, il y a quand même un problème. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à avoir le moindre élément tangible au sujet de ces êtres? Ouais. Alors, d'ailleurs, au sujet de certains de ces animaux, on a pu parler, utiliser l'expression de fossiles vivants. Je pense au sélacanthe. Donc, un fossile vivant, c'est simplement un, un être qui a été découvert à l'état fossile avant d'être trouvé à l'état vivant. C'est la définition la plus simple de ce qu'est un fossile vivant. Il peut y en avoir d'autres, hein, un peu différentes, mais c'est la plus simple et la plus claire. Alors, on peut citer évidemment le sélacanthe, donc, qui est un poisson que l'on a découvert, je dirais plutôt un groupe de poissons, qui a été découvert d'abord à l'état fossile, hein, les plus récents pendant longtemps, datait d'environ 80 millions d'années. Et puis un beau jour de 1938, un chalutier sud-africain, on en a ramené un vivant. Il n'a pas vécu très longtemps, mais on a ramené un vivant sur la côte sud-africaine. Et ça a été une sensation énorme dans la zoologie mondiale. Alors, il faut bien voir que le sélacanthe actuel, ce n'est pas un survivant d'une espèce qui existait déjà il y a 80 millions d'années. Il appartient à un genre, une espèce particulière que l'on ne connaît pas à l'état fossile, mais il fait partie d'un groupe que l'on croyait éteint depuis des dizaines de millions d'années. Donc, ça montre que des créatures dont on peut penser qu'elles sont éteintes, en réalité, ont pu persister jusqu'à nos jours, même si ce n'est pas exactement ce qu'on connaissait à l'état fossile. Bien sûr. Ouais, ouais. Alors, il y a d'autres exemples, même l'ocapi, c'est souvent présenté comme un fossile vivant quand on l'a découvert, parce que avant de trouver l'ocapi, on a trouvé à l'état fossile des girafes primitives qui ressemblent énormément. Donc c'est un phénomène qui n'est pas si rare que ça. Alors que certains n'aiment pas le terme, c'est une chose, que le concept est un sens, à mon avis, c'en est un autre. Moi, en tout cas, ça ne me pose pas de problème. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que tous les êtres mystérieux sont des fossiles vivants. Ce serait aussi une exagération. Hmm. Alors, ce qui est très intéressant, j'aime dans votre démarche, c'est le côté bien sûr très rationnel, mais aussi ouvert. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez écrit. Il n'est pas interdit d'introduire une part d'imagination, voire de rêve, dans la recherche scientifique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a servi dans vos propres recherches en tant que paléontologue? Oui, parce qu'à mon avis, on ne peut pas faire de la science sans un minimum d'imagination, ou alors ça va être de la science très, très basique. Hein. Ça va être pour un paléontologue de décrire des fossiles sans trop essayer de les interpréter, par exemple. S'il n'y a pas une petite touche d'imagination dans le processus, on reste à un niveau que je ne trouve pas très, très intéressant, parce que pour lancer des hypothèses, tout simplement, qui est quand même une
bases même de la science, il faut une certaine imagination pour imaginer l'hypothèse en question. Donc, pour moi, c'est essentiel. Hein, faire de la science sans aucune imagination, ça me paraîtrait difficile. Ou alors, ce sera de la science que je trouve pas très intéressante. Hmm. Évidemment, il ne faut pas que l'imagination parte dans tous les sens. Il faut qu'elle soit canalisée par des règles, des principes, des bases suffisantes. Oui, 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 c'est ce qu'on disait, hein. Je crois que c'est aussi le fil directeur de cette émission, la cryptozoologie, mais qui s'appuie sur une démarche scientifique rationnelle, appuyée sur des preuves, des relevés précis, et qui évite Oui, l'extrapolation, et les fantasmes. c'est-à-dire que la cryptozoologie, si elle veut gagner une certaine respectabilité, il faut qu'elle se donne des méthodes scientifiquement acceptables. Il ne faut pas que ce soit du délire, hein, pour prendre un terme peut-être un peu fort. Mais du délire, il y en a hein, dans certaines spéculations cryptozoologiques. En revanche, si on fait de la cryptozoologie comme on fait de la zoologie normale, simplement en se disant, voilà, il y a des, des informations, des témoignages qui nous permettent de supposer que peut-être à tel endroit du monde, il existerait une espèce animale encore inconnue de la science. Eh bien, essayons de la trouver. Essayons d'accumuler les informations. C'est ce que faisait beaucoup Véran. Ce Véran, ce n'était pas tellement un homme de terrain. Hein. Il n'a pas fait de grandes expéditions à la recherche du Yéti ou du serpent de mer. Mais il a accumulé une masse impressionnante de documents sur toutes sortes de créatures cryptozoologiques. Et c'était ça sa démarche principale. Ensuite, évidemment, on ne peut pas se contenter de cela parce que même en accumulant une masse énorme d'informations tirées de sortes de choses, de voyageurs, de croyances populaires, et ainsi de suite, ça ne permet pas d'identifier en termes scientifiques un animal nouveau. Il faut forcément, pour le faire, avoir un spécimen. Hein. Ce spécimen, ça peut être un animal vivant, ça peut être un cadavre, ça peut même être simplement une partie d'un animal si elle est suffisamment caractéristique, mais il faut du concret. Donc, finalement, l'aboutissement d'une enquête cryptozoologique, ça devrait être de faire sortir l'animal du domaine de la cryptozoologie et de faire entrer dans le domaine de la zoologie tout à fait normale, c'est-à-dire lui donner un nom scientifique, le mettre quelque part dans la classification zoologique, et puis mettre ses restes dans un musée ou animal vivant dans un zoo. Ce serait ça l'aboutissement rêvé d'une enquête cryptozoologique. Hmm. Alors, je ne résiste pas quand même à l'envie de vous poser cette dernière question, puisqu'on parle d'imagination, vous êtes paléontologue. Qu'est-ce que vous pensez de ces œuvres de fiction comme Jurassic Park et qui ont imaginé qu'en reconstituant l'ADN d'un dinosaure, on pourrait les faire revivre? Est-ce que ça, c'est de la science-fiction délirante ou est-ce que c'est une possibilité qui pourrait être amenée par la science un jour? C'est une question qui est un peu complexe parce que ce qui se passe dans Jurassic Park, par exemple, c'est vraiment de la science-fiction. C'est très peu crédible au point de vue scientifique pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer. D'abord, bon, il faut bien se souvenir que c'est un film, hein, c'est pas censé être un reportage scientifique, donc on ne peut pas non plus jeter la pierre aux scénaristes et aux réalisateurs d'avoir fait une œuvre de fiction qui ne tient pas forcément la route scientifiquement. Hein, c'est pas le but. Le but, c'est de distraire le spectateur. En revanche, ce qu'on peut faire avec de l'ADN fossile, ça c'est une question qui est intéressante. Il y a quelques années, je dirais qu'on serait dit qu'on ne pouvait jamais rien en tirer. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'on réussissait à reconstituer le génome d'espèces disparues, que ce soit le mammouth ou l'homme de Néandertal. Pour les dinosaures, c'est plus compliqué parce que, quoi qu'on en ait dit, on n'a jamais trouvé d'ADN de dinosaures digne de ce nom. Hein, parce que l'ADN n'est pas une molécule très très solide, hein, elle se détruit très rapidement en fait à l'échelle géologique. Donc pour l'instant,
on n'a pas d'ADN aussi ancien que les dinosaures. Donc, mais si on laisse les dinosaures de côté, on peut se demander si un jour on ne pourrait pas essayer de recréer, je ne sais, un mammouth ou un ours des cavernes ou un homme de Néandertal, un être vivant qui a vécu il y a seulement quelques dizaines de milliers d'années, pour lequel on a de l'ADN généralement pas en très bon état, mais suffisamment correct pour qu'on puisse reconstituer le génome d'une espèce. Aujourd'hui, on n'en est pas capable. Ça demande des techniques que l'on ne maîtrise pas encore. Maintenant, il n'est pas exclu. Je n'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais au vu de l'avancée de certaines techniques, je ne suis pas sûr qu'on puisse complètement exclure la possibilité de faire revivre des espèces disparues. Alors, on ne commencera certainement pas par les dinosaures parce qu'il y a des difficultés considérables et peut-être insurmontables à cause de l'ancienneté de ces animaux, mais pour des animaux plus récemment disparus, éventuellement même disparus depuis pas très longtemps, hein, comme le dodo de l'île Maurice qui était exterminé au XVIIe siècle, pour lequel on a beaucoup de matériel qui est à peine fossile, hein, qui est un peu fossile puisqu'il vivait il y a 300 ans. Hein. On peut rêver un peu, se dire que peut-être un jour, plus ou moins lointain, on pourrait essayer de reconstituer, de faire ressusciter en quelque sorte ce genre d'espèces disparues depuis relativement peu de temps à l'échelle géologique. Pour des choses beaucoup plus anciennes, ce sera certainement beaucoup plus compliqué, on n'y arrivera peut-être jamais, mais pour des espèces relativement récentes, je suis moins sceptique que je l'étais il y a 10 ou 20 ans, par exemple, même si on ne l'a pas encore fait. Bien sûr. Et quelles sont encore vos attentes dans le domaine de la cryptozoologie? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore découvrir des animaux, des gros animaux? Je ne parle pas évidemment d'insectes qui chaque année sont répertoriés. Oui, Est-ce que vous croyez qu'il y bien a sûr. encore des choses à faire? Il y a des exemples qui donnent de l'espoir. Par exemple, le saola dont on parlait tout à l'heure, qui est une espèce d'antilope hein, qui vit dans les forêts profondes du Vietnam. Il a été découvert dans les années 1990, hein, donc ça ne se fait pas très longtemps. Et c'est un animal qui n'est pas tout petit. Hein, donc il est resté ignoré. Il n'est pas ignoré de tout le monde parce que les populations locales le connaissaient et le chassaient. D'ailleurs, c'est le cas de pratiquement tous les êtres qu'on a retrouvés de cette façon, enfin, du moins les animaux terrestres. Même le sélacanthe d'ailleurs, parce que le sélacanthe était pêché par des pêcheurs aux Comores et ils connaissaient ce poisson, mais ils ne savaient pas du tout qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut aussi faire une distinction entre ce qui est connu localement par les populations autochtones et ce qui est connu de la science. Et en passant d'ailleurs par ce qui est connu par les autochtones, on peut peut-être avoir des découvertes assez inattendues. Donc, a priori, il y a quand même des exemples qui laissent penser qu'on peut encore découvrir des animaux d'une certaine taille et pas uniquement de nouveaux insectes ou de nouvelles grenouilles, par exemple, parce que ça aussi, c'est des choses qu'on trouve assez fréquemment. Maintenant, il est clair que plus le temps passe et plus l'exploitation de la planète se développe, plus les endroits vraiment très peu connus et très peu visités par les humains et les chercheurs, ces endroits deviennent de plus en plus restreints et de plus en plus rares. Donc, les chances de découvrir des grandes espèces animales complètement inconnues, forcément se rétrécissent. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera plus jamais rien d'inattendu dans les années ou les décennies qui viennent. Bon, en tout cas, c'était un éclairage extrêmement important pour comprendre la cryptozoologie et puis poser un cadre particulièrement sérieux et rigoureux sur cette science pour éviter justement peut-être les fantasmes ou les délires. Donc, un très grand merci d'avoir participé, Éric Buffetot. Je rappelle, pour ceux qui voudraient connaître le dossier en détail, à la recherche des animaux mystérieux, idées reçues sur la cryptozoologie, c'est aux éditions Le Cavalier Bleu. Et un grand merci, Éric Buffetot, pour votre participation à cette émission. Bien, je vous remercie de m'avoir invité. C'était une discussion intéressante.
et utile, je pense. Très bien. Alors, à très bientôt, chères exploratrices, chers explorateurs. On va partir encore très loin sur d'autres phénomènes et d'autres interrogations pour stimuler votre curiosité. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.